Bonjour et bienvenue à l'émission Rencontre où nous recevons un nouvel invité à chaque épisode. Je m'appelle Chloé, je serai votre animatrice pour aujourd'hui et nous avons l'honneur de recevoir Alexandre Mercier qui va venir nous parler de l'autisme et comment ça affecte les gens. Allô Alexandre, ça va? Oui, ça va. Pour la première question, c'est quoi le spectre de l'autisme et comment ça affecte les gens? Pour commencer, le spectre de l'autisme, c'est un trouble neurodéveloppemental qui affecte le. Oh my God, j'ai oublié le mot. C'est un trouble neurodéveloppemental qui affecte le comportement et les. J'oublie le mot en anglais. Ouais, ça affecte le comportement, j'oublie le mot en français, mais et les interactions sociales avec les gens. Ce qui veut dire comme une personne avec l'autisme av- peut, peuvent avoir de la difficulté à comprendre des mots ou des choses de même. Ou, ouais, OK, comme ça. parfait. Est-ce qu'il y a différents types d'autisme? Ah oui, il y a plusieurs types de l'autisme. Il y a l'autisme à haut niveau, l'autisme avec retardement mental, et dans mon cas, trouble avancement du développement non spécifié, TED-NOS. C'est quelque chose comme c'est particulièrement différent que les autres spectres. C'est sous l'umbrella, mais c'est un petit peu différent. OK. Puis dans le fond, c'est quoi le trouble envahissant du développement non spécifié? So, le trouble avancement du développement non spécifié, c'est un trouble qui check presque toutes les causes de l'autisme, mais pas toutes. Ouais, Est-ce qu'il y en a qui, genre, ils touchent pas, genre? ouais, ça. Est-ce que tu as un exemple? Euh, Par exemple, com- la différence entre le NOS et les autres spectres de l'autisme, le monde avec le spectre de l'autisme peut avoir ça peut être plus sévère, il peut avoir besoin d'aide avec plus de choses, comme ils sont pas capables de faire du travail physique OK. ou faire des choses physiques le monde avec l'autisme ils ont aussi de la difficulté à parler ou d'autres cas qui sont même pas capables de parler, ils communiquent seulement par des cris Donc, il serait ou genre peut-être non-verbal? ouais, non-verbal, OK. ouais. So, ouais, dans le TED-NOS, ça remplit certaines caractéristiques de l'autisme, mais pas toutes. OK. Puis, c'est quoi les comportements d'une personne qui a le TED-NS? Le comportement des personnes avec le TLNS, il peut avoir un petit peu de difficulté. Parfois, ils ont de la difficulté dans l'apprentissage ou un petit peu de difficulté comme tous les autismes sont différents. Mhm. Comme certaines personnes avec TLNS peuvent avoir de la difficulté à parler ou euh, Alors qu'une autre en a moins, par ouais, exemple? aussi les personnes avec le TLNS peuvent avoir un intérêt spécifique sur quelque chose. OK. Comme par exemple, si la personne aime la musique, il va plus se concentrer, des choses de même. Aussi, les personnes avec les TLNS ont un petit peu de similarité avec l'autisme. Ils ne sont pas habitués au changement des routines. Comme ils sont vraiment OK. habitués dans les routines. Puis s'il y a un changement, ils vont pas aimer ça, là, des choses de même, là. Ouais, ça va peut-être, genre, les dérouter. Ouais, ouais. OK. Puis, pour la dernière question, c'est quoi la différence entre le TED-NS et les autres spectres de l'autisme? Ah, comme j'ai dit tantôt, ça remplit presque toutes les cases, mais Mhm. pas toutes. So, ouais. Euh, Aussi, les personnes avec les TLNS peuvent. Ouais, C'est correct. ouais. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait pour aujourd'hui. Merci d'être venu avec nous pour nous parler de l'autisme. C'était très, très intéressant. Restez non parce qu'on va recevoir Adam Militant qui va venir nous parler de pourquoi il a décidé de se lancer dans la musique. Restez là, vous ne voulez pas manquer ça.
Et bonjour et bienvenue dans notre émission, un nouvel épisode PTDR T'es qui? On est aujourd'hui avec le fameux Alexis Grenier. Salut Alexis, ça va bien? Bonjour, bonjour. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais super bien, merci beaucoup. Oui, merci. Et aujourd'hui, Alexis, il va nous parler sur le DND. Bon, j'ai une première question avant qu'on passe au DND. Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation de toi? Une petite présentation de moi, bien très simple. Je suis Alexis Grenier, comme tu as déjà dit, mais je suis principalement la définition de prend trop de place et parle trop fort. OK. Je suis la personne qui prend de la place et qui parle fort généralement. Mais aussi, je suis généralement un DM. DM qui a un rôle de DND depuis plus de 8 ans. OK. Je DM des parties depuis, je dirais que j'ai 12 ans. Ça fait Et longtemps. pour être honnête, j'ai beaucoup été dans le rôle de DM et moins été dans le rôle de joueur. Ça, je reviendrai sur un autre tantôt. Mhm. Pourquoi? Parce que, mes amis ne veulent pas être DM parce que c'est du gros travail. C'est, imagine, être un réalisateur de plusieurs shows, une fois par semaine, tout le temps, sans pause. C'est fatigant. Et ouais, c'est spécial. Les gars, c'est correct. On a du fun. C'est ça l'essentiel. Ah ouais. Puis pour la deuxième question, est-ce que tu peux faire une petite présentation de DND? C'est quoi ça, le DND? Donner pour être honnête, c'est assez compliqué de faire, un petit résumé. Pourquoi? Parce que c'est littéralement le jeu que tu peux faire tout et n'importe quoi. C'est comme est-ce que tu peux résumer la vie? Tu peux soit affronter un énorme dragon rouge avec une guerre épique avec 8 armées, ou tu peux devenir roi des champignons dans le jardin de Loïc. Littéralement, il n'y a aucune limite. Ça peut être soit petite échelle, moindre échelle, grande échelle, Ouais, tu peux ou tout faire. juste personnel. Parce que Disney utilise quelque chose que peu de jeux de société utilisent, Ouais. l'imagination. Tu n'imagines pas vraiment quand tu joues à Monopoly. Tu veux Ouais. taxer ton voisin le plus que tu peux. C'est vrai. Et voilà, ta troisième question. Pourquoi tu viens nous parler de DND? Pourquoi moi je vous parle de D&D? Parce que je trouve que c'est un jeu de société, de un, qui a beaucoup plus pris d'ampleur ces dernières années, OK. beaucoup plus devenu populaire également, mais surtout, c'est un jeu de société qui rassemble et qui est extrêmement facile. Pourquoi? Tu n'as pas vraiment besoin de matériel. Si tu as juste des dés, même aucun dé, si tu as une connexion Internet, tu peux checker les dés en ligne, tu peux checker les livres en ligne, C'est vrai. ou justement, là, en ce moment, on peut faire une partie de D&D. Même là, en ce moment, juste toi et moi qu'on parle. Juste on comme ça, pourrait- on parle. Comme ça, on parle, on peut en faire un. Parce que D&D, c'est un jeu de communication. OK. Et pourquoi je viens vous parler de ça? C'est très simple, parce que je veux que plus de personnes soient au courant de l'accessibilité de ce jeu. C'est bon. Est-ce que le DND a un impact aujourd'hui? Comme j'ai dit, extrêmement. Pourquoi? Parce que, un petit cours d'histoire, à l'époque, D&D était souvent associé au satanisme. Pourquoi? Parce que dans Donjons et Dragons, il y a plusieurs classes, plusieurs monstres qui sont basés sur des faits bibliques. C'est Exemple, vrai. il y a différents dieux, il y a des démons, il y a des anges, comme n'importe quelle œuvre de fiction. On C'est a vrai. cru que c'était Satan. On a cru qu'on faisait vraiment du satanisme. Quel Alors que, malheur. attention, Ouais. on roule un dé en plastique. Vraiment, là, à date, j'ai jamais vu autant de personnes être satanistes de ma vie et qui disent haut et fort, je joue à D&D. Et non. Mais oui, ça a pris énormément d'ampleur, surtout avec la série Stranger Things ou avec d'énormes conventions de D&D. Ouais. Parce qu'il y a plus de, je dirais, le tiers de la population au moins testé une fois D&D dans leur vie. Soit dans leur enfance, soit en ce moment. Parce que D&D, c'est aussi un jeu intemporel. Intemporel. Pourquoi? Parce que ça se passe dans le passé, tu prends une épée, tu frappes ton ennemi, bingo. Puis ça existe jusqu'à aujourd'hui. Oui, ça existe jusqu'à aujourd'hui, avec même des temps modernes. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, le temps, il passe. Puis c'est quoi ta dernière conseil pour notre public? Un dernier conseil pour le public, reliant Ben, juste D&D. dans 2 mots. En 2 mots, Ouais. tentez. Juste essayez. Ayez pas peur de faire le pas. Parce que, pour être honnête, c'est aussi Fait facile que que ça. malheureusement, Alexis, on n'a plus de temps aujourd'hui. Merci beaucoup pour tes informations. Merci à vous. Puis on va être avec la prochaine invitée. Arnaud, il va nous parler sur l'histoire d'un gauchi dans le domaine des guitares.
Bonjour et bienvenue à votre émission préférée, l'émission Rencontre. Je m'appelle Maya Scabard et je serai votre animatrice. Donc aujourd'hui, nous avons le très grand plaisir d'accueillir avec nous en studio Antoine Alain qui va nous parler un peu des projets qui l'ont rendu fier. Bonjour Antoine, comment ça va? Salut, ça va bien toi? Super. Donc, moi j'aimerais savoir quel projet as-tu fait qui te rend fier encore aujourd'hui? Ben, vraiment, un des projets qui m'a rendu très fier, c'est quand j'ai participé à Expo Science. Je sais pas si tu sais un petit peu c'est quoi Expo Science. C'est une exposition de projets scientifiques. Ça le dit un peu dans le nom. J'ai participé à ce projet-là avec mon ami Jonathan au secondaire. Puis on avait pris comme thème l'Internet caché ou le Dark Web. Fait que ça, c'est vraiment toute la face de l'Internet que tu vois pas. Tu sais, la vente d'armes, d'organes, tout ça. Puis comment que ça marche dans le fond, c'est que là, tu commences, tu fais ton projet, puis nous, on le présentait à la bibliothèque de notre école. Puis il y avait des juges qui passaient, puis s'ils décidaient que ton projet il était comme assez bon pour passer au prochain niveau, tu passais au régional. Okay. Puis ce qui me rend fier de ce projet-là, c'est que justement, on s'est rendu au régional. Donc toutes les écoles de la région qui présentaient leur projet au même endroit. On s'est pas rendu plus loin que ça, mais même à ça, j'étais fier de m'être rendu jusque-là. Ouais. Puis dans ton programme Sciences Maths, as-tu participé à d'autres projets que l'Expo Science? Oui, il y avait un projet où il fallait construire une toute petite fusée vraiment de A à Z. Donc, on construisait le corps, le petit parachute, il fallait tout l'assembler. Oh, wow. On la peinturait, on faisait les petits ailerons sur les côtés, le système pour la lancer. Puis, j'avais fourni une petite vidéo, je ne sais pas si on pourrait la montrer, de la fusée qui décolle. Puis, ça t'a pris combien de temps à construire la fusée? Je pense que ça nous a pris 2 semaines de montage. Ah, OK. Pas trop longtemps. Fait que c'est ça, puis ça décollait quand même très, très haut. Puis justement, j'ai réussi à la retrouver après. Ah ouais? Puis ça m'a étonné parce qu'elle est partie des mètres puis des centaines de mètres dans les airs. Là, genre, à un moment donné, je la voyais même plus. Après ça, étais-tu encore fonctionnelle ou comme après qu'une fois, c'est comme fini? Elle était un peu poquée. OK. Je sais pas si elle volerait droite encore, Ouais. mais moi, je l'ai OK. retrouvée. Cool. Puis, as-tu un accomplissement qui t'a surpris lorsque tu as réussi à le réaliser? Oui, bien, encore une fois, dans le programme Sciences Maths, pour un de nos sorties de fin d'année, on allait au lac Mégantic. OK. Parce que sur le top du mont Mégantic, il y a un observatoire, un géant télescope pour voir dans les étoiles, les planètes, tout ça. Puis c'est ça, c'était vraiment intéressant, aller là-bas voir ça. Par contre, la seule affaire, c'est que pour se rendre à l'observatoire, il fallait monter le mont Mégantic, qui est environ 3-4 heures de montage de montagne. Wow. Puis, tu sais, moi, j'étais allé dans le programme Sciences Maths, pas plein air. Donc, c'est pas quelque chose que je m'attendais. Mais pareil, j'ai trouvé ça intéressant, voir tout ça. On a pu voir la Lune même. Wow. Vraiment, voir la Lune de mes propres yeux, je pensais pas qu'il y avait autant de détails dedans. Wow. C'est très, très beau. Est-ce que c'était une activité de toute la journée ou c'était comme juste... Ah ouais, comme Ouais? du matin au soir. OK. Puis on avait un petit chalet là-bas, on avait monté en bus. Ah, OK. Puis vous avez descendu à pied ou c'était encore dans le bus? On a descendu à pied. OK. Ouais. Fait que, ouais. Et ailleurs qu'au secondaire, est-ce que tu as fait d'autres projets? Ouais, dans le programme de production télé, pour une de nos émissions live, j'ai été chef éclairagiste. Puis j'ai vraiment aimé l'expérience, tu sais, parce que l'éclairage, quand même, c'est le style de l'émission. Oui, le décor, il peut être super beau, mais ce que tu fais avec l'éclairage, ça va tout changer. Ouais. On a vu quelques petits problèmes techniques avec les guirlandes. Il y avait comme des petites guirlandes de lumière accrochées pour faire un style extérieur. Ça, c'était un petit défi. Réussir à ce qu'on les voit bien, qu'ils soient flous en background, mais pas qu'ils fassent trop de lumière ou qu'ils... C'était compliqué, mais non. Ouais. J'ai aimé ça. Ah, ben c'est super. Alors, cher public, je suis très désolée de vous annoncer que c'est malheureusement tout le temps que nous avons à l'émission Rencontre aujourd'hui. Un gros merci à Antoine d'être parmi nous ce soir et de nous parler des projets qu'il passionne. Et restez à l'affût pour notre prochain invité, Imad, qui nous contera sa passion pour la photographie.
Bonjour, bonne personne. Ici Alexis Grenier et bienvenue dans votre émission préférée, Rencontre. Aujourd'hui, nous avons un invité spécial, le plus gaucher qui soit. Je ne parle pas de son orientation politique, mais de sa main dominante. Bonjour Arnaud! Salut, ça va? Ça va super bien Arnaud, merci d'être venu à l'émission Rencontre. Oui, merci de l'invitation. Ah, il n'y a pas de problème mon cher. Mais par contre, on va poser, comme à son habitude, 5 petites questions d'un sujet que tu es le maître. OK, parfait. Qui apparemment être gaucher dans le royaume de la musique. Exactement. C'est très rare. Mais Oui. bref, première question. Comment différencier un gaucher d'un droitier dans le royaume de la musique? Si on joue l'instrument, je vais commencer par ça. Un gaucher va strummer avec sa main gauche, donc ce que je fais en ce moment. Puis un droitier, ben, ça va être l'inverse. Il va strummer avec sa main droite. Mais, veux pas, quand tu regardes un instrument, un gaucher, son manche pointe à gauche, puis un droitier, son manche pointe à droite, mais quand tu le joues, c'est l'inverse. Fait que vois-tu, en ce moment, je strum la gauche, mais mon manche pointe vers la droite. Fait que ça, c'est pour la guitare. Pour la bass, c'est la même chose. Pour le ukulélé, c'est la même chose. Ce qui est du piano, il n'y a pas de gaucher-droitier. Les notes sont rangées de plus grave à plus aigu. Puis pour ce qui est de la batterie, c'est que c'est carrément inversé. Le kit est miroir, qu'on appelle. Fait que dans le fond, normalement, tu joues les bras croisés. Bien, sur un kit droitier, j'aurai pas le choix de jouer les bras ouverts. Mais là, si j'ai un kit gaucher, je pourrai jouer justement comme ça, les mains croisées. Fait que c'est juste le drum qui est un peu différent. Eh bien, c'est une réponse très claire et précise. Et même, tu m'as appris quelque chose. Je ne savais même pas que les batteries avaient un côté gauche ou droite. Oui, c'est juste, je te dirais, tu sais, d'une guitare ou une bass ou n'importe quel instrument à cordes en tant que tel, tu le mets de n'importe quel bord, ben, tu sais, je veux dire, tu vas l'amener ton instrument qui est de ton bord à toi. Mais le drum, souvent, c'est un truc que tu vas partager quand il y a plusieurs shows, genre plusieurs bandes dans un show. Fait que souvent, beaucoup de gauchers vont apprendre en open, qu'on appelle. Parfait. En parlant justement d'équipement, deuxième question. Quelles sont les difficultés que tu rencontres lorsqu'on est gaucher dans le royaume de la musique? Ben, veux pas, vu qu'il y a moins de gauchers dans le monde, il y a moins de gauchers dans le monde de la musique. Fait que l'offre puis la demande n'est pas là en tant que telle. Fait que, en tant que tel, souvent, les modèles sont plus rares. Aussi, peuvent être plus chers. Pour exactement le même modèle, gauche à droite, les compagnies qui fabriquent les instruments peuvent charger un peu plus cher juste pour mettre leur machine miroir. Ce qui peut aussi rencontrer, c'est que tu n'as pas d'instrument gaucher, fait que tu n'as pas le choix de te débrouiller avec un instrument droitier. Fait qu'avoir tous les contrôles en haut, toutes les cordes à l'envers. Fait que, ouais, juste inversé. Donc, en gros, est-ce que le manque de matériel des gauchers crée vraiment un problème avec les musiciens? Pas toujours. Ça peut créer un problème au début, mais veux pas, les gauchers en tant que tels, puis les musiciens gauchers sont un peu plus débrouillards que les droitiers parce qu'ils rencontrent pas ces défis-là. Fait que, en tant que tel, souvent, il y en a qui vont s'adapter. Fait qu'ils vont prendre les instruments droitiers, comme je disais, changer les cordes de bord. Fait que là, les cordes sont dans le bon endroit, mais la guitare est à l'envers. Puis ça peut justement créer des techniques en tant que telles de musique. Avoir les contrôles à l'envers, ben moi, je peux accéder à mes contrôles directement ici. La barre de vibrato est à l'envers en tant que telle, s'il y en a une dessus. Ben je peux l'utiliser, mais ça va pas sonner exactement pareil. Fait que ça crée, je te dirais, plus des gens débrouillards, puis je te dirais que c'est pas mal ça. OK. Et vite fait, là, tu as dit qu'il n'y avait pas beaucoup de gauchers dans le monde, mais il y a quand même des stars qui sont quand même gauchers. Oui, il y en a quelques-uns. Est-ce que tu peux m'en dire genre 2, 3? Oui, il y a des Beatles, Paul McCartney, le bassiste. T'es gaucher? Il était gaucher, justement, puis il avait un instrument gaucher, fait qu'il strummait de la gauche. On avait Kurt Cobain de Nirvana. Lui, il écrivait de la main droite, mais il jouait gaucher parce que c'est de la manière qu'il préférait. On a évidemment Jimi Hendrix. Jimi Hendrix, c'est le master gaucher, celui qui joue avec les guitares à l'envers, mais les cordes à l'endroit. Puis, ouais, on a aussi Tony Iommi de Black Sabbath, qui est un joueur gaucher. Ça rend un peu plus côté métal. Je t'arrête juste là avant que ma tête explose et malheureusement aussi avec nos viewers. Malheureusement, c'est la fin de l'émission Rencontre. La prochaine fois, ça sera Sèvres qui va nous parler de l'hydropholie et ne pas confondre avec l'hydrophobie.
Bonjour et bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, on va parler de sport. On va parler de Formule 1, mais dans le monde du 7e art. Et pour cela, on accueille Chloé qui va nous parler de ce film qui s'appelle Formule 1. Bonjour Chloé. Allô? Ça va bien? Oui, toi. Alors, on connaît les films de sport, l'adrénaline, le suspense, tout ça. De quoi parle ce film-là? C'est quoi sa prémisse? Donc, le film de Formule 1 qui va sortir bientôt, ça raconte l'histoire de Sonny Hayes, qui est un ancien pilote, joué par Brad Pitt, qui est un ancien pilote de Formule 1, qui sort de sa retraite pour venir faire équipe avec un jeune pilote du nom de Joshua Pierce, joué par Damson Idris. Dans le film, ils vont courir pour l'équipe fictive Apex GP. Le film est réalisé par le réalisateur Joseph Kosinski, qui a réalisé entre autres Top Gun Maverick et Only the Brave. Et comme scénariste, on a Aaron Kruger, qui a fait le scénario pour le film The Ring et aussi Top Gun Maverick. Une belle équipe. Oui, on a une belle équipe. Puis on a plusieurs producteurs comme Brad Pitt et Joseph Kosinski, mais on a aussi Lewis Hamilton, qui est 7 fois champion du monde de Formule 1. Puis lui, dans le fond, il faut s'assurer que le script est réalisable dans la vraie vie, puis que c'est des scénarios possibles et pas comme tirés par les cheveux. Ouais, OK. Donc, on ramène le vrai dans le Oui. film. Oui, c'est cool ça. Et puis, quel est le statut de la production? Donc, en ce moment, ils sont en production. Ils sont en train de filmer des scènes à des vrais grands prix. Et la date pour la sortie du film, si je ne me trompe pas, c'est le 25 juin 2025. C'est une date provisoire. Et on a un teaser trailer qui est sorti il n'y a pas longtemps, qu'on peut d'ailleurs écouter. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing, we will rock you, singing, we will. Oui, ça promet, hein, ça promet. Il y a beaucoup de suspense là-dedans. Et puis, on passe à une autre question. Donc, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec ce film? Qu'est-ce qu'il ramène de plus comparé à d'autres films de course comme Rush, disons? Donc, dans le fond, la différence, c'est que Rush, c'est un film biographique, puisqu'il raconte l'histoire véridique de la bataille pour le championnat de 1976 entre les pilotes Niki Lauda et James Hunt. Bien évidemment, le film a été tourné bien longtemps après les événements, donc c'est des acteurs et tous les pilotes sont joués par des acteurs. Dans le film de Formule 1, ce qu'on a pu voir dans le trailer, on a 2 pilotes fictifs qui sont joués par des acteurs qui vont à des vrais grands prix. Donc, on peut voir des vrais pilotes dans le trailer. On a vu Max Verstappen, on a vu Carlos Sainz Jr., on a vu aussi une Red Bull dans le trailer. Donc, vraiment, ça vient mélanger 2 pilotes fictifs avec des vrais pilotes. Et comment on a filmé ces scènes, donc? Donc, dans le trailer, il y a 2 types de scènes. La première, c'est des scènes qui ont été tournées à de vrais grands prix. Donc, ce que l'équipe de production a fait, ils ont choisi certaines voitures pour certains grands prix et ils ont mis des caméras IMAX et mobiles sur les voitures spécifiquement. Par exemple, on a l'Alpine de Pierre Gasly au tournant d'eau rouge sur le circuit Spa-Francorchamps en 2023. Ils ont mis une caméra sur sa voiture et ils ont utilisé le footage de cette caméra-là en post-production pour la remplacer par la Apex de Sony. Il y a d'autres scènes qui ont été filmées sur des pistes vides. Très hâte de voir ce film-là, vraiment très hâte. Merci beaucoup Chloé d'avoir été avec nous pour parler de ce film. Merci beaucoup. Donc restez avec nous. Dans un instant, on va aborder le sujet de l'autisme et comment ça affecte les gens autour de nous. À bientôt.
Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Rencontre. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Élie Pelletier-Mécanis qui vient nous parler de son parcours dans le domaine fabuleux qu'est la radio. Alors bonjour Élie et bienvenue à l'émission. Comment vas-tu? Ben ça va super bien, toi. Ça va super bien. Alors, comment votre parcours en radio a-t-il commencé? Tu peux me tutoyer, Oui, mon comment cher ton Oli. parcours en radio a-t-il commencé? Ça a commencé très jeune. Il faut savoir que moi, j'ai été inspirée par mon père. OK. Mon père qui travaille dans les médias depuis toujours. Quand j'étais petite, il travaillait à la télévision. Il faisait... Ben, il était journaliste en Ouais. avant de la caméra. OK. Puis, il était aussi caméraman, mais il a toujours été animateur de radio. Je pense que ça a été sa passion première, là. OK. Et j'ai fait mes débuts à la radio CineFM 91.1 à Hearst, dont il est le directeur général. Fait que j'ai eu de la chance un petit Oui, peu. oui, J'ai quand même. appris sur le tas. Mes premières expériences ont commencé quand j'avais 10 ans. OK. Je faisais des lutins à radio avec le vrai Père Noël, il faut le Ah ouais? mentionner. OK. Fait que c'est ça, je me suis beaucoup inspirée de mon père. Et je me suis fait engager officiellement par Gérard Pailleur, qui est le directeur... non, c'est pas vrai, le président du conseil d'administration, parce que conflit d'intérêts, Oh, ouais. il était quand même pas trop... On peut voir mon père à l'écran en ce moment, OK. puis on peut voir qu'on encourage beaucoup la zoothérapie au travail avec la star Minette. C'est OK. mon chat, c'est mon chat. Bon, c'est Donc, bien je me suis beaucoup inspirée de mon père. Ça a commencé tranquillement. À l'âge de 15 ans, j'avais mon émission de 3 heures, là, Ah, quand même, à 15 tous ans. les soirs. Ouais, après l'école, je vais aller à la radio. J'avais mon émission. Avant, c'était 2 heures, là, 16 h à 18 h. Puis c'était ma première job-in. Puis c'était 3 heures, fait que c'était de Ben, 16 h à 10 Habituellement, les émissions, c'est 3 heures. Ouais. Mais vu que je suis terminée à 15 h 20, Ouais. ben, je devais commencer à 16 h. Ah, OK, je 16 comprends. à 18 h. Puis après, quand j'ai fini mes études, 3 Là, heures. c'était 3 heures. Yes. Ben, c'est vraiment intéressant. Puis ça n'a pas tout été difficile de gérer l'école, la radio, tout ça en même temps, comme les études? Gérer le côté école et radio, ça n'a pas été un problème. Ce qui a été le plus difficile, Ouais. c'est la COVID. Ah, OK, ouais. Parce que j'ai commencé en décembre 2019. Qu'est-ce qui est arrivé quelques mois après? La La COVID-19. COVID, Donc là, ça a été difficile parce que les médias ont mangé la claque Ouais, non, solide, ouais. solidement. Puis j'ai quasiment tout laissé ça là. OK. Ça a été difficile. Mais après, je me suis dit, tu sais, j'ai vraiment pensé aux gens qui étaient à leur maison toutes seules puis qui devaient tellement se sentir seuls. Je me suis dit, Non, je c'est peux sûr, pas il y les en avait laisser plein. tomber. Je Ouais, peux ouais. pas les laisser tomber. Je vais amener un peu de positivisme. OK. Puis, Fait que tu continuais à faire de la radio pendant la COVID ou... ouais, puis le gouvernement savait pas comment gérer ça. Puis je OK. me rappelle que on prenait plus nos cours au sérieux, là, on va se Ouais, le dire. ouais, Je pense ouais, qu'on a non. manqué nos derniers mois de COVID-19. Ouais, Fait solide. que je travaillais temps plein à OK. partir de la COVID. Ouais, OK, ben tant mieux, ben, ça a permis sûrement à des gens de se sentir moins seuls chez eux. puis tellement. comme Puis tu ça m'a dis, donné tellement d'expérience. ouais, ben c'est sûr et certain. Mhm. Qu'est-ce que ça t'a apporté jusqu'à présent de travailler en radio? Ça m'a apporté tellement de choses. De un, des contacts. Ah, c'est sûr. Hein? J'ai pu avoir des numéros de téléphone que j'aurais jamais pu croire d'avoir. Énormément d'artistes, énormément d'écrivains. Avoir la chance de faire des entrevues avec des personnes que j'adore, comme Matt Lang. Ouais, quand même, hein? Mon Dieu, il y en a tellement, là, je ne pourrais pas toutes les nommer. Là. J'ai rencontré Jean-François Bellefeuille, Michel Benac du groupe Swing qu'on peut voir à l'écran. Il y en a tellement, là, je ne peux OK. juste pas toutes les nommer. Puis, numéro de téléphone, ça m'a apporté c'est beaucoup sûr, de c'est sûr, c'est confiance en moi. Ça m'a apporté de l'expérience que j'aurais jamais cru pu avoir. Tu connais-tu quelqu'un qui a commencé la radio à 15 ans, toi? Non. Ben, Honnêtement, non. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Ouais, Euh, c'est clair. Puis ça m'a aussi permis de partager mes connaissances au plus petit avec un projet qui s'appelle Radio École. OK. Radio École on va dans les classes, puis on apprend le métier de radio aux enfants pour essayer de leur faire ressentir le dépassement de soi. Ouais. Parce que c'est gênant. Ça peut Ouais, être ouais, gênant, non, ça peut être ça peut être stressant. très gênant. Et puis, c'est de leur montrer notre métier qui on n'en parle pas tellement. Excuse-moi, mais c'est tout le temps qu'on avait pendant l'émission. Donc, merci d'avoir été des nôtres. Merci à vous, cher public, de nous avoir écoutés pendant cette émission. Restez parmi nous parce que d'ici peu, Océane Pinkerton va être présente pour nous parler de son film qui lui tient le plus à cœur. Donc, restez des nôtres.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Quelque part. Mon nom est Antoine Alain et je serai votre animateur pour aujourd'hui. On a le plaisir d'accueillir Imad. Imad, ça va bien? Ça va bien, Antoine, et toi? Ah ouais, ça va super bien. Donc, tu es venu nous parler d'une de tes plus grandes passions. Est-ce que tu peux nous dire déjà c'est quoi ta passion puis comment est-ce que tu as commencé à t'y intéresser? En fait, ma passion, c'est de la photographie. C'est ce que j'aime bien faire. C'est ce que je voulais depuis quand j'étais petit. Puis, genre, j'ai commencé à l'âge de 12 ans, 11 ans. J'avais mon père, il avait comme une caméra numérique. C'était l'un des premiers qui ont sorti de la marque Fujifilm. Oui. Puis je l'ai commencé à la voler puis pour prendre des photos avec des amis et en sortant ensemble et tout. Puis en cachette là, mes parents, Ouais. sinon ils vont me tuer. Puis c'est ça, j'ai commencé comme ça. Puis j'ai commencé à être addict sur la photographie et tout. Oui. Ouais, j'ai bien aimé ça. Puis, quels sont les défis que tu rencontres en poursuivant cette passion de la photographie? Mais pour l'instant, les défis que je rencontre, c'est juste le temps avec l'étude, le travail et tout. Ouais. Parfois, tu trouves des difficultés, genre de trouver le temps pour prendre une journée ou une ou deux journées, de sortir, de faire des shots, faire du montage ou bien color grading, wherever. C'est ça le problème, c'est juste question de temps. Mais parfois, genre comme quand j'étais à Trois-Rivières, genre comme dans le monde où je travaille dans la campagne et tout. Donc, je me profite à chaque fois. Je prends 3 à 4 secondes, je sors, je prends des photos, des shots et tout. Puis après ça, en retournant chez moi, je fais mon montage, mon color grading. Puis j'aime bien faire. J'ai jamais postulé sur les réseaux sociaux. C'est genre comme pour moi. Oui, il faut tout le temps prendre du temps pour Ouais. faire ce qu'on aime dans la vie. Se C'est sortir sûr. de la routine. Même si, genre, comme on prend 10 secondes là, dans la journée, tu prends une photo, là, c'est bon, c'est le plaisir. Absolument. Le soir, tu fais ton montage, ton color grading, ça te fait du bien. Quoi. Ouais. T'es fier. Ouais. Puis, quelle est ta plus grande réussite ou un moment marquant pour toi dans cette passion? Franchement, genre quand j'étais en Algérie, à mon pays, j'avais un ami qui a commencé son propre business. Il a ouvert un restaurant et tout. Ouais. Puis il m'a demandé de prendre des photos pour son menu et tout. Donc j'étais vraiment fier là, parce que j'ai pas encore commencé à être un photographe là. C'était genre mes premiers pas dans la photographie. Mais j'ai bien aimé sa proposition, donc il a pris des photos pour ses plats, pour son restaurant et tout. Il les avait partagés sur son réseau social et il a créé son menu. Là. J'étais vraiment fier là, à cet âge, là, à l'âge de 15 ans, 14 Ouais, ans, genre comme quelqu'un qui t'invite de faire des photos pour son business et tout. Là. Mhm. J'étais vraiment fier, là, j'étais vraiment content. Ah, je comprends que tu sois fier s'il a Mais- utilisé ces photos-là. Ouais, c'est sûr, il Plus- les avait utilisées, puis Tu me dis à l'âge de 14-15 ans? Ouais. Ah, ben, c'est quand même très bon là, pour faire des photos pour quelqu'un. ouais. J'étais encore trop jeune. Ouais, et puis, tiens, une autre question pour toi. Comment est-ce que cette passion elle influence ta vie quotidienne? À la vie quotidienne, c'est genre comme elle m'a montré de voir le monde avec un autre angle, d'avoir le souci de détail, de rencontrer d'autres gens dans ce monde, dans cette industrie de la photographie et tout. J'ai rencontré plusieurs gens que je n'ai jamais connus, c'est genre comme sur Facebook, sur Instagram. Je rencontre des gens, tu vas commencer à avoir des expériences avec eux, même genre. Parfois, tu peux collaborer avec une autre personne sans les jamais rencontrer, même sur Instagram, sur Facebook, c'est ça. Ouais, dans ce milieu-là de la photographie, vidéo, tout ça, les contacts, c'est très important. Ouais, c'est vraiment très important là, pour... Ah ouais, sans aucun doute. Ben, écoute, Imad, c'est pas mal tout le temps qu'on a pour aujourd'hui. Je te remercie vraiment d'être venu à l'émission pour nous parler comme ça de tes passions. C'était très intéressant. Puis on se revoit la semaine prochaine. Merci.
bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission Rencontre où nous discuterons avec une réalisatrice passionnée qui a récemment réalisé plusieurs courts-métrages. Aujourd'hui, Maya Scabor va nous parler de son expérience comme réalisatrice pour le court-métrage La Bannique chez Cocombe. Bienvenue Maya, enchantée de vous avoir ici. Merci de m'avoir invité. Donc, c'est quoi La Bannique chez Cocombe et d'où est venue l'idée de créer ce court-métrage comme celui-ci? Oui, donc dans La Bannique chez Cocombe, on voit Olivia, qui est une petite fille de 4 ans, et sa cocombe, Cathy, qui font de la bannique ensemble. Puis à travers tout le court-métrage, on voit Cathy qui transmet ses savoirs puis ses teachings de la culture Anishinaabe à sa petite fille. Et l'idée de ce court-métrage est venue en fait de ma mère, qui est une prof ici à la Cité dans le programme d'éducation à la petite enfance. Puis dans le fond, elle voulait faire une vidéo qui montrait à ses étudiants que les mathématiques, ça s'apprend de plein de différentes façons, surtout en cuisinant, parce que là, tu apprends les mesures, le temps. Pour les enfants, c'est comme une façon d'apprendre sans vraiment qu'ils le sachent. Oui. Fait qu'elle voulait créer une vidéo qui montrait ça, puis elle était comme, ben pourquoi pas qu'on fait une vidéo en cuisinant, mais en même temps avoir une représentation autochtone, une représentation Anishinaabe. Donc, c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire un court-métrage comme ça. C'est très intéressant, ça. Et est-ce que tu pourrais nous parler du processus de tournage? Oui, donc on a tourné l'hiver passé. Je pense que c'était le jour de la famille. On est allé chez Cathy dans son condo, puis on a tourné pendant toute une après-midi. On a dîné ensemble. C'était vraiment relax. Je pense que c'est une chose que j'aime du documentaire, il n'y a pas trop rien de préparé. Vraiment que je commence à filmer, la caméra disparaît, puis c'est là qu'on peut vraiment capturer ces deux personnes dans le moment qui font une activité ensemble. Puis après, c'est ça qui est le fun du montage, que tu essaies de vraiment construire la courbe puis l'histoire dans les plans puis les prises que j'ai pris. C'est beau. Et ton court-métrage a fait un bon chemin dans les festivals de films. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, bien, après qu'on a créé ce court-métrage, ma mère, elle l'a pris pour le montrer dans ses cours. Puis après le résultat, j'ai décidé je vais soumettre à des festivals de films puis voir qu'est-ce qu'ils pensent avec ça. Puis j'ai été assez chanceuse. On est rentré, je pense, dans 3 festivals de films étudiants. Dans un festival, j'ai même gagné une 2e place pour le meilleur court-métrage. Puis le 4e, c'était pas un festival étudiant, c'était un vrai festival de films qui s'appelle le Festival Asinabka, qui est un festival de court-métrage, je pense festival de films, point, ici à Ottawa. Puis un petit peu une drôle d'anecdote, c'est en 12e année, pendant mon cours de cinéma, on avait comme devoir chaque personne devait faire une présentation orale sur un festival de films, peu importe, ça pourrait être TIFF, n'importe quoi. Moi, j'ai décidé de faire une présentation sur le festival Asinabka à Ottawa. Puis c'était cool parce que 2 ans plus tard, j'ai un film qui est présenté à ce festival. Donc, c'était cool. C'était comme full circle moment. Oui, ça devrait être incroyable, ça. Oh ouais, my c'était God. fun. Et c'est quels tes projets futurs? Ouais, ben en ce moment, je suis en post-production pour un court-métrage documentaire que j'ai tourné pendant l'été. Ça s'appelle Victory. Ça parle d'une femme trans qui est réfugiée du Nigeria. Puis elle est ici au Canada en train de faire ses études, puis aussi elle est au début de sa transition médicale. Donc, ça parle vraiment. C'est un court-métrage de 13 minutes. Donc, c'est comme un gros step du court-métrage de 2-3 minutes que je suis habituée, mais je voulais vraiment faire ce challenge-là. Puis, je suis en train de collaborer avec un autre artiste de Montréal qui va m'aider avec la production sonore, puis tout ça. Là. Donc, je suis vraiment dans la post-production de ce court-métrage en ce moment. Ouais, ça, c'est incroyable. Malheureusement, ceci est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Merci, Maya, pour être ici avec nous. Mais restez de nous car nous accueillons Antoine Alain qui va nous partager son expérience durant son projet préféré. À la prochaine. J'ai tiré mes réponses.
Bonjour et bienvenue à cette toute dernière émission Rencontre. Je m'appelle Ellie McInnes, je suis votre animatrice pour aujourd'hui et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Océane Pickerton qui va nous parler de son film préféré. Océane, bonjour. Oui, bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Absolument. Ton film préféré qui est Lost in Translation. Oui. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce film-là puis pourquoi? OK. Donc, qu'est-ce qui m'a attiré envers Lost in Translation? Dans le fond, c'est vraiment l'histoire de base, dans le fond, qui m'a vraiment intéressée. Dans le fond, l'histoire suit Bob et Charlotte, dans le fond, deux personnages principaux qu'on voit. Dans le fond, Bob, lui, il fait juste un voyage au Japon il est un acteur, dans le fond, puis il fait des annonces, puis il fait juste filmer ça pendant environ une semaine. Puis Charlotte, elle, est la femme de quelqu'un qui fait des films, dans le fond. Puis elle a fait juste accompagner son chum, dans le fond. Puis dans le fond, eux, pendant une semaine, quelques jours, ils forment une connexion tellement forte. Et puis, le lendemain ou comme quelques jours après, ils partent. Puis ils se rencontrent plus jamais. Fait que je trouve juste ça comme cette connexion-là de comme... désolée pour mon anglicisme, mais comme de form like a connection tellement forte, puis rapidement, in like such a short span, c'est tellement beau, je trouve. Puis comme la director, elle a tellement bien exécuté ça. Sofia Coppola, j'adore ce film. Donc, je trouve qu'elle a vraiment bien exécuté cette connexion profonde, rapide, puis juste comment que ça peut être temporairement juste... Ça peut vraiment juste aider, dans le fond. Fait que j'ai vraiment bien aimé ça. Est-ce qu'on peut considérer le film comme étant romantique? C'est romantique, mais comme... Ils finissent pas ensemble, tu sais. Fait que c'est comme romantique, mais tu vois comme tu veux un peu, tu sais. OK, je comprends. T'as spoilé la fin? Un peu, mais je veux dire, tu sais... Oui. Selon toi, est-ce que la bande sonore influence puis améliore l'expérience visuelle du spectateur? Oui. Dans le fond, je trouve vraiment que comme la bande sonore de Lost in Translation, elle vraiment amplifie l'atmosphère de comme vraiment comme la solitude, puis juste comme la mélancolie, comme de genre justement former une connexion, puis juste comme être à part dans un... Parce que les deux, dans le fond, ils se rencontrent au Japon, donc c'est vraiment comme dans un pays un peu plus inconnu pour eux. Donc je trouve que comme la bande sonore qui inclut genre My Bloody Valentine, Death Girls in Vegas, Death by Girls in Vegas, désolée, et puis genre plusieurs autres, Alice in Chains, des choses comme ça. Donc je trouve que c'est vraiment comme une bonne trame sonore qui ont des artistes vraiment comme indie rock et puis shoegaze qui vient vraiment comme alimenter le visuel aussi, puis comme le sentiment de solitude puis tout, ouais. Puis niveau visuel, j'imagine que l'aspect culturel ressort un peu. Oui, l'aspect culturel, dans le fond, ils sont au Japon, donc ils voient comme des événements, des choses comme ça, ils vont à des tombes puis tout, ouais. Ce serait quoi ta scène préférée dans le film? Ma scène préférée, je dirais, ça serait la scène du karaoké. Je trouve que c'est juste tellement beau, puis juste comme, encore désolé mon anglicisme, mais comme tellement silly, puis juste, je trouve que c'est beau parce que comme les deux sont juste en train d'avoir du beau temps ensemble, puis ils vont à un bar, et puis dans le fond, Charlotte invite Bob juste pour un temps temporaire de juste aller s'amuser en soirée, puis ils font juste comme run around the city au Japon. Puis je trouve juste ça tellement beau avec comme la soundtrack, puis les lumières, puis vraiment la cinématographie aussi super belle. Donc je trouve cette scène vient vraiment... ouais, c'est vraiment beau. On en a parlé il y a quelques minutes que la fin est vraiment venue te chercher. C'est quoi ton opinion, en fait, sur la fin? Oui, bien, dans le fond, moi, je trouve que la fin est vraiment... c'est vraiment interprété comme tu le veux, un peu. Comme j'ai dit tantôt, ils finissent pas ensemble, mais moi, c'est un peu... C'est pas vraiment spoilé, c'est vraiment comment que moi, je le vois, plutôt. Oui. Parce que c'est ça, ils sont pas, ensemble, mais ils sont juste, comme... Ils sont ensemble temporairement pendant un voyage, tu sais. Oui. Donc, je trouve que la fin, moi, est juste tellement belle. Je trouve que c'est ça. Tu l'interprètes comme tu veux, dans le fond, c'est... il finit son voyage, donc il doit repartir, donc ils repartent, mais je trouve que c'est ça. Tu l'interprètes comme tu veux, puis non, je trouve vraiment beau. Bien, ça a l'air d'une très belle histoire d'amour, en tout cas. Océane, merci beaucoup d'être venue nous parler de ton film préféré. C'était fort intéressant. Merci aussi d'avoir été à l'écoute de ces émissions rencontres, en vous invitant évidemment à ne pas manquer les futurs projets des étudiants du programme de PTV. Merci beaucoup.
Bonjour à tous, je suis Adam Miftah, votre animateur dans Rencontre, une émission qui vous fait découvrir l'histoire de nos invités. Aujourd'hui, il y a Olivier Parent. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ouais, ça va bien, merci. Donc, Olivier Parent va nous raconter son parcours avec le karaté. Ouais, je suis très excité, j'espère que vous les êtes aussi. Alors, bienvenue dans Rencontre. Ah, j'ai des questions à toi? Ouais. Ouais, il y a des questions. Alors, quand et pourquoi as-tu commencé le karaté donc? Dans le fond, c'est très simple, c'est que j'ai commencé le karaté parce que proche de chez moi, il y avait une école primaire dans laquelle je donnais des cours de karaté. Puis j'ai juste demandé à mes parents si je pouvais essayer puis m'inscrire. Puis ben, ils m'ont inscrit, puis j'ai jamais quitté l'école, puis c'est devenu mon sport préféré. Fait que c'est juste un enfant qui voulait essayer un nouveau sport. C'est juste à cause de ça. Mais tu sais, j'avais essayé d'autres sports aussi avant, comme j'avais fait du soccer puis de la natation, mais c'était pas mon style de sport. Fait que T'as fait du soccer? Ouais, j'ai fait du soccer. Ok. Puis c'était vraiment pas mon style de sport. Fait que quand j'ai commencé le karaté, je pense que j'ai vraiment trouvé ma voie. Genre. Ok, c'est bien, c'est bien. Alors, qu'aimes-tu de ce sport? Ce que je trouve, le côté intéressant du karaté, c'est que oui, c'est un sport d'équipe, comme tu vas t'entraîner avec les mêmes personnes souvent 2 à 3 fois semaine. Mais je trouve que le plus important, c'est vraiment que tu es le seul qui est responsable de comme son évolution et son développement. Comme si tu te donnes la chance d'évoluer puis de t'entraîner, puis de prendre le temps chez toi de pratiquer les techniques qu'on a vues dans le cours ou même les katas et tout, on peut arriver à un résultat genre vraiment bien. Du style réussir à avoir sa ceinture noire ou faire partie de l'équipe de compétition, c'est des résultats qui demandent beaucoup d'efforts, mais que quand tu les atteins, tu te dis j'ai quand même bien fait de donner ce temps-là. Ok. Puis ce que j'aime du sport, c'est que c'est ça te permet de te dépenser, puis ça t'amène une certaine discipline dans ta vie en général, que ce soit au karaté ou à l'école ou avec les... Tu sais, ça t'amène un nouveau point de vue de discipline, je trouve, avec les gens en général. Ah, c'est bien intéressant. Ouais, qu'est-ce que tu as aimé de fait d'être sensei? J'ai eu la chance d'être sensei avec, on va dire, deux groupes de personnes. J'ai eu la chance d'enseigner à des 3-5 ans, puis un groupe qui s'appelle parents-adultes, fait que c'est parents-enfants. Fait que c'est des enfants d'en bas de 13 ans, je pense, puis des adultes comme des adultes. Puis tu vois vraiment une différence. Dans le fond, les jeunes de 3 à 5 ans, ils sont vraiment là comme parce qu'ils aiment, ben pas parce qu'ils aiment ça, mais pour s'amuser. Fait que tu n'as pas le choix d'adapter ton cours pour qu'il y ait du fun. Tandis que du côté des adultes puis des enfants adultes, c'est vraiment le fun parce que tu vois qu'eux, ils sont vraiment là pour apprendre comme les adultes. Tu vois qu'ils se donnent puis que c'est comme leur sport de la semaine à cause du travail et tout. Ouais, C'est vraiment le fun parce que tu les vois évoluer, ils viennent te demander des conseils avant et pendant le cours. Puis j'aime partager mes connaissances à ces gens-là parce que je vois qu'ils aiment ça apprendre puis qu'ils aiment ça, comme on va dire, éponger ce que je leur donne comme truc, on va dire. Puis les enfants, c'est la même chose. On va dire les enfants de comme 9-10 ans, eux, ils sont aussi là pour apprendre. Puis je vois une évolution chez certaines personnes que comme c'est juste incroyable. Tu sais, comme ils ont commencé, ils étaient grands comme ça. Maintenant, ils me dépassent, genre, puis ils sont rendus vraiment bons. Puis même chose, j'ai eu la chance d'être assistant à l'enseignement, dans le fond. C'est que je me promène dans le cours puis je surveille tout le monde pour être sûr que tout le monde fait la bonne chose. Puis même là, il y a des fois des gens qui me remercient et tout. Fait que je trouve que c'est une belle expérience parce que ça te permet de comme donner une deuxième chance à tes connaissances, comme les imposer, pas les imposer, mais les donner à d'autres mondes que eux, ça va leur servir comme toi, ça t'a servi. C'est bien, c'est bien. Qu'est-ce que tu as aimé des compétitions? Dans le fond, ce que j'ai aimé des compétitions, il faut savoir dans la compétition, il y a 2 types de, on va dire, catégories. Il y a les catégories kata, puis il y a les catégories combat. Okay. Donc, dans la catégorie kata, un kata, c'est vraiment comme un combat simulé, dans le fond. Fait que tu vas faire les techniques que tu feras en combat. Fait que c'est comme un peu, c'est cave à dire, mais une chorégraphie. Mais c'est vraiment des techniques que tu vas faire dans le vide comme si tu te combattais. Fait que le but, c'est d'être sec, d'être précis, puis de paraître comme confiant. Tandis que dans les combats, le but, c'est de marquer le point. Fait que tu dois utiliser des techniques que tu as appris. Merci beaucoup. Malheureusement, c'est tout pour aujourd'hui. Tu rencontres. Donc, merci à nos invités et à vous tous. On se retrouve très bientôt avec Illy McLenis. Restez curieux. À très vite sur Rencontre.
Bonjour, chers téléspectateurs, et bienvenue à l'émission Agritech. Aujourd'hui, nous recevons notre cher chroniqueur Safe qui nous parlera d'hydroponie. Bonjour, mon cher Safe. Bonjour. Comment vas-tu? Super bien. Parfait. Bienvenue sur le plateau. Merci. Yes. Donc, je vais avoir quelques questions pour toi. Je vais commencer de suite. Donc, la question 1. Quelle est l'histoire de l'hydroponie et quand a-t-on commencé à l'utiliser? OK. Donc, l'hydroponie signifie le travail dans l'eau. Elle trouve ses origines dans les anciennes civilisations, notamment dans le 11e millénaire avant Jésus-Christ. On parle là des Babyloniens qui ont utilisé les jardins suspendus, tandis que les Aztèques ou les Mexicains, au 14e siècle, cultivaient des plantes sur des radeaux flottants. Cependant, c'est au début du XXe siècle que l'hydroponie moderne a pris forme, notamment grâce aux recherches scientifiques comme William Frédéric Riquet dans les années 20 et les années 30. Donc, il a développé des systèmes permettant de cultiver des plantes hors sol en utilisant uniquement l'eau enrichie avec des nutriments. OK. Fait que c'est quand même une technologie qui a beaucoup d'années derrière elle. Ouais. Je pensais que c'était plus récent que ça. Ouais. Donc, j'enchaîne pour la deuxième question avec toi. Go! Donc, quelles sont les techniques les plus courantes en hydroponie? Il y a plusieurs méthodes, mais on va parler de les quatre principales, disons. OK. Donc, la première, c'est la méthode NFT ou Nutrient Film Technique en anglais. Donc, c'est un flux constant d'eau enrichie en nutriments qui circule sur les racines des plantes. La deuxième technique, c'est la culture en milieu aquatique ou aquaponie. Donc, c'est les plantes qui sont suspendues au-dessus d'un réservoir d'eau. C'est comme les plantes qui flottent là sur l'eau. Troisième technique, c'est le système de goutte à goutte. Donc, des gouttes d'eau enrichies sont distribuées directement aux racines des plantes. Et puis, enfin, la quatrième, c'est la culture en substrate, où les seaux hollandais, les Dutch Pocket, ou un matériau comme la laine de roche ou le fibre de coco servent de support pour les racines. OK, fait qu'il y a quand même diverses techniques. Oui, pour... diverses techniques. Ouais. All right. Donc, question 3 pour toi. Quels sont les avantages de l'hydroponie? Beaucoup d'avantages. L'hydroponie présente quelques défis, coût initial élevé, par exemple, parce que pour installer un système, ça coûte très cher. Donc, comme on peut voir là dans la vidéo, les systèmes mécanisés ou automatisés. Aussi, il faut le besoin en surveillance. Il faut un suivi attentif pour maintenir l'équilibre des nutriments et la qualité de l'eau. La sensibilité aux pannes techniques, genre une panne technique peut rapidement affecter la santé des plantes. OK, quand même très intéressant. Donc, question 4, la dernière. Donc, quel est l'avenir de l'hydroponie? Y a-t-il un success story? Yes, il y en a beaucoup même. L'avenir, tout d'abord, de l'hydroponie est très prometteur, surtout avec la croissance de la demande en agriculture urbaine, en pratique agricole durable. Je vous laisse écouter Éric Dubé, DG de Tundra Greenhouse, un projet installé pas loin d'ici, à Normandin, au Québec, plus précisément. On l'écoute. Les serres Tundra, on est une serre de production de concombres pour la phase 1. Ça va être un complexe séricole de 4 blocs de 8,5 hectares. À terme, ça va être un investissement de 100 millions. Présentement, on est capable de combler 100 % de nos besoins avec la nature, la pluie, la neige, la recirculation de l'eau. L'avenir de la culture est vraiment dans les serres. On optimise la productivité, on minimise l'impact sur l'environnement. Comme ici, par année, on récupère 100 millions de litres d'eau par année. Parfait. Donc, merci pour ces réponses à ces questions-là. C'était super plaisant. Donc, c'est malheureusement tout le temps accordé qu'on avait pour l'émission. Donc, merci d'être venu parler d'hydroponie. Pour la prochaine émission, nous allons recevoir Chloé qui va parler de F1. Donc, merci d'avoir regardé Agritech et bonne journée.